Donc, Cristalline Izan, vous êtes chercheur au Centre de recherche sur les monuments historiques au sein de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, une institution sœur, en fait, de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Vous venez de consacrer un ouvrage savant sur le matériau plâtre aux éditions du Patrimoine, un ouvrage qui a donné lieu également à une journée d'études sur ce même thème. Votre intervention d'aujourd'hui porte sur les savoirs théoriques et techniques transmis par Blondel au travers de l'exemple du matériau plâtre. Nous bénéficions ainsi, en ce sens, de vos recherches les plus récentes. Je n'ai rien à toucher, tout le micro, tout simplement. Voilà. Là, ici. Ici, parfait. Bonjour à tous. Je précise en préambule à cette intervention que je ne suis en aucun cas théoricienne de l'architecture, historienne de l'art de formation et chercheur en histoire des techniques depuis 5 ans au Centre de recherche sur les monuments historiques. J'ai rencontré Blondel, comme vient de vous le dire Jean-Marc, lors de mon étude sur le plâtre architectural intérieur, qui vient de faire l'objet d'une parution suivie d'une journée d'études en 2017. Cette recherche historique et technique sur ce matériau de construction m'a conduit à fréquenter les écrits de Blondel, mettant en évidence la filiation théorique et technique de sa pensée, son originalité, sa postérité. C'est à ce titre que j'ai suggéré cet exposé à l'école de Chaillot. Alors, le rapport qu'entretient Blondel avec d'autres matériaux de construction reste à faire, recherche qui aurait exigé plus de temps que je ne pouvais m'y consacrer. Je me propose de brosser en premier lieu un rapide historique sur les premiers traités d'architecture traitant du matériau plâtre. Est-il besoin de le rappeler ? Depuis la Renaissance, les architectes ont acquis leur statut de savant, d'homme universel au sommet du processus créatif, en rompant avec l'enseignement de chantier, le savoir de maître artisan. Ils s'enferment dans leur cabinet, ils gravent pour illustrer livres et traités d'architecture. Hormis la pierre et le bois, les autres matériaux sont quasiment oubliés des écrits. Au XVIIe siècle, l'architecte formé à l'Académie royale d'architecture apprend essentiellement la stéréotomie. Un siècle plus tard, la géométrie descriptive. Le plâtre commence à être réellement évoqué par les architectes français à partir de la fin du XVIIe siècle. À l'exception de quelques allusions sur le plâtre présentes dans les ouvrages de Savot et de Lemué, il faut attendre Félibien et ses Principes de l'architecture, parus en 1676, pour que soit brièvement évoqué le plâtre, je cite, « qu'il n'y a rien de si propre à prendre une forme ou figure ». Nous lui devons ainsi la première planche illustrée des outils de plâtrier et de stuccateur. En 1691 sont publiés 2 livres majeurs pour qui étudie ce matériau, le cours d'architecture de Davillers, dont Blondel a gravé ou regravé des planches dans la dernière édition de Mariette, et l'architecture pratique, qui comprend le détail du toisé de Bullet. Alors, dans son cours, Davillers distingue le plâtre des autres matériaux de construction en reconnaissant ses qualités dans le jointoiement des appareils de pierre pour les crépis, enduits et ravalements. En détaillant les meilleures distributions possibles, Davillers aborde aussi la question des plafonds, leur mutation structurelle et l'importance du plâtre dans ces changements. Les développements tant attendus sur le plâtre se situent en conclusion du volume 1, dans le chapitre consacré aux compartiments. Alors, les compartiments servent alors à désigner une grande diversité d'ouvrages décoratifs légers, en saillie ou en couleur, où le plâtre, le stuc, que ce soit le stuc au plâtre, à base de plâtre ou le stuc à base de chaux, ou les deux, les stucs figurent en bonne place. Il qualifie aussi bien les parements extérieurs que les revêtements des murs intérieurs, qualifiés de compartiments de lambris. Davillers développe largement la partie relative aux compartiments des voûtes et des plafonds. Dans le paragraphe consacré aux plafonds, il discerne ceux qui sont cintrés de ceux qui sont droits, et il n'omet pas les aires de plâtre ou surfaces sur lesquelles on marche. Bullet, dès 1691, présente très clairement par le menu les principes du toisé et du devis de bâtiment, offrant pour la première fois aux architectes, aux commanditaires et aux entrepreneurs un outil précieux à la conduite d'opérations. Outre la description des différents phasages d'un programme constructif par corps de métier, prescrivant la nature des interventions à réaliser, Bullet pose un regard neuf sur les savoir-faire artisanaux de son temps, notamment sur ceux des plâtriers. Bullet distingue les gros ouvrages de maçonnerie des ouvrages légers en plâtre, enduits, crépis, renformis sont classés dans cette catégorie. Venons-en maintenant à l'encyclopédie. En France, en cette première moitié du XVIIIe siècle, le déficit est flagrant en publication d'ouvrages de synthèse et de vulgarisation concernant les métiers et les arts techniques, mécaniques.
Ces sujets, considérés comme mineurs, sont dédaignés des théoriciens. Et vous le savez, le projet éditorial original de l'encyclopédie se résumait primitivement à la simple traduction en français de la Cyclopédia de Langley Chambers. Et puis avec l'éditeur Le Breton, le projet s'amplifie et on passe d'une modeste entreprise à quelque chose d'éminemment plus important. Alors Blondel, dès le début, participe à ce projet de l'encyclopédie, et ce, de 1748 à 1759. Il a signé près de 500 articles, signés P, et ces articles traitent essentiellement des éléments architectoniques et des termes artistiques, les bases de sa pensée architecturale. Mais la teneur de ces analyses techniques déçoivent au regard des écrits de Davillers, dont il reprend les propos, parfois les erreurs. En 1753, il rédige uniquement un bref chapitre consacré aux compartiments, sujet cher à Davillers, nous l'avons dit. Les plafonds de plâtre, de stuc, n'y sont que très brièvement évoqués. Et c'est Louis de Jaucourt, médecin et philosophe, qui signe en 1757 le chapitre consacré au gypse. Lui toujours qui, en 1765, traite de la partie relative au plafond, au plancher et au plâtre. À l'architecte Jacques-Raymond Lucotte revient la charge de rédiger le long chapitre relatif à la maçonnerie. Alors, quand donc le savoir maçon plâtrier a-t-il été transmis par Blondel de manière significative ? Il est peu probable que cela ait eu lieu à l'école privée d'architecture de Blondel, qui se situait évidemment rue de la Harpe, nous l'avons dit tout à l'heure, non loin, c'est difficile enfin bon, vous connaissez la rue de la Harpe, et non loin de la Sorbonne. Le but affiché de cet établissement était d'apprendre avant toute chose aux élèves à maîtriser le dessin, architecture et ornement, décoration extérieure et intérieure. C'est précisément cet aspect qui est traité dans l'ouvrage de Blondel de la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général. Blondel évoque le plâtre qui sert à la réalisation des corniches intérieures, non sans manifester à cette époque quelque méfiance vis-à-vis de ce matériau lorsqu'il s'agit notamment d'opérer une jonction entre les menuiseries et le plâtre des corniches. Pour Blondel, le développement, alors je vous avais mis un exemple de ces liaisons entre les lambris et la corniche. Pour Blondel, le développement des principes théoriques ne saurait toutefois se passer d'un savoir pratique. Je désirerais que nos artistes, dit-il, étant parvenus à un certain degré de supériorité de leur talent, s'appliquassent à la pratique de la construction. On ne la regarde ordinairement qu'avec un certain air de mépris, ne considérant sous cette dénomination que la partie mécanique, trop souvent abandonnée à des gens qui ne savent que manœuvrer. La pratique sans théorie est aveugle, mais que serait la théorie sans la pratique, nous dit-il dans un article publié dans le Mercure Galant de 1760. Dans l'école de Blondel, cet enseignement pratique se concentrait essentiellement sur la stéréotomie, le modelage, la coupe de pierre, la charpenterie et la menuiserie. Dans une correspondance épistolaire de 1758, il annonce qu'il traitera dans sa 39e leçon de la maçonnerie en général, de la pierre, du moellon, du grès, du marbre, de la brique, de la chaux, du ciment, du mortier et enfin du plâtre. Une introduction par conséquent très généraliste qui a le mérite quand même d'être illustrée à partir d'échantillons extraits de sa collection personnelle, Matériothèque, qui sera rachetée à sa mort par l'Académie royale d'architecture. Autre support pédagogique mis en place par Blondel, nous l'avons dit tout à l'heure, Madame Rousteau-Chambon l'a bien développé, une collection unique de maquettes. D'ailleurs, Diderot, dans ses écrits, souligne l'intérêt de cette collection exposée. Et c'est ces maquettes qui serviront plus tard également à illustrer ses cours à l'Académie d'architecture. Alors, ce n'est pas davantage par son expérience de constructeur que Blondel a approché le matériau, puisqu'il n'a réalisé, nous l'avons évidemment, et vous le savez, aucun ouvrage d'architecture d'envergure. Il a quasiment de son vivant, il n'a pas construit. Alors, en réalité, c'est seulement à partir de novembre 1762, date d'entrée officielle comme professeur à l'école royale, l'Académie royale d'architecture, que notre pédagogue intègre plus largement le plâtre dans son enseignement. À sa réception, Blondel expose aux membres son programme de leçons d'architecture servant de préliminaire à l'ouverture des premiers cours donnés au Louvre. Il annonce que le cours de théorie sera divisé en 3 parties. La première consacrée à la décoration des édifices, on l'a vu tout à l'heure. La seconde, c'est pour ça que je passe rapidement. La seconde à la distribution et à l'ordonnance.
Le support visuel de ces cours s'effectueront à partir de ces planches gravées qu'il a faites pour la réédition du recueil de l'architecture française de Marot. La troisième, enfin, abordera la construction des bâtiments. Il y traitera, je cite, de la qualité des matières, les matériaux étaient ainsi appelés matières au XVIIIe siècle, et des précautions nécessaires pour parvenir à l'économie, à l'accélération et à la perfection de la main-d'œuvre. Il précise que les leçons de ce cours seront aidées pour la plus grande partie de démonstrations faites sur divers modèles, en pierre, en plâtre, en marbre et en bois, selon les différents objets qui le composeront. Et il ajoute, nous nous proposons de nous consacrer à la belle saison, à aller voir sur place, faire des observations pratiques. Ça, Madame Rousteau-Chambon l'a évoqué tout à l'heure. S'agit-il d'aller voir les maçons gâcher le plâtre ou traîner la corniche? Peut-être. Cette réappropriation des matériaux par les maîtres d'œuvre et laissée depuis la Renaissance aux seuls artisans participe de la réforme du métier d'architecte que Blondel appelle de ses vœux. Il n'est pas le seul. Buller le premier, les rédacteurs de l'encyclopédie plus tard, invitent aussi l'architecte classique à acquérir des savoirs techniques pour maîtriser le chantier, ne plus subir les dictates des artisans laissés maîtres des lieux et lutter contre les abus, préoccupation récurrente de l'époque. Les malfaçons et la mauvaise fabrication du plâtre font l'objet de nombreuses publications. On en a au moins une dizaine et qui avaient un franc succès à l'époque. Il faut savoir que depuis le XVIIe siècle, le plâtre est au cœur d'enjeux constructifs et décoratifs. À la suite de l'incendie de Londres, l'ordonnance royale de 1667 a obligé les maisons parisiennes de recouvrir de plâtre leurs structures en bois pour se prémunir des incendies. Les nouveaux plafonds lambrissés, les structures cintrées qui permettent les grands décors peints, les corniches et les moulures font un usage exponentiel du plâtre. Au XVIIIe siècle, le développement des transports permet une large diffusion du plâtre sur l'ensemble du royaume. À la fin du siècle, la science et l'industrie, en plein développement, accompagnent cette demande croissante en plâtre de qualité. L'une et l'autre conjuguent leurs forces pour diffuser leurs connaissances sur les différents stades de transformation du gypse en plâtre et proposer de nouveaux types de fours, ici les célèbres fours acculés. Et je dirais que c'est à cette époque que Blondel prend en quelque sorte le coche en marche. Il approfondit son approche du matériau lorsqu'il rédige son cours d'architecture, magistrale synthèse de son œuvre professorale, qui surpasse de loin ses définitions publiées dans l'encyclopédie. Ce travail, vous le savez, est laissé inachevé à sa mort. Pierre Pat, son assistant, finit les 2 volumes du cours en les mettant en forme et en se chargeant de les faire publier. Ce sont précisément ces tomes, les tomes 5 et 6, qui devinrent des axes majeurs de la réflexion sur l'art de bâtir. Alors, quelle est donc la part de Pat ou de Blondel dans cette analyse du plâtre en particulier? Il semble que l'accent mis sur ces points pratiques soit un apport spécifique de Blondel, l'approche d'un homme qui a recueilli les savoir-faire des artisans. Certes, Pat a publié quelques années plus tôt un mémoire sur les objets les plus importants de l'architecture. Il y rappelle que le plâtre se trouve déjà utilisé avec la brique et le métal dans les voûtes des églises gothiques, mais son chapitre consacré au plâtre de construction se révèle décevant. La connaissance du matériau laisse quelque peu à désirer. La description de ses cuissons, de sa conservation et de son gâchage sont plutôt sommaires. Le matériau apparaît seulement dans le passage traitant des ouvrages légers. A contrario, dans la 3e partie du tome 5, consacrée à la construction des bâtiments, la maçonnerie notamment, Blondel s'attaque véritablement au sujet. Il y aborde la question des carrières d'extraction du gypse parisien, qui était déjà à l'époque passablement excentré de Paris. Il y traite aussi de la cuisson du gypse, du broyage et du conditionnement du plâtre. Comme Buller, Blondel déconseille l'usage de la pierre à plâtre, c'est-à-dire le gypse tel quel, pour les fondations et les élévations, car il la considère comme peu solide, je cite, « sujette à se mouliner, à s'écraser sous le fardeau et à pourrir à l'humidité. Elle ne doit servir qu'à des baraques, cabanes, murs de clôture et autres ouvrages de mauvaise construction. » Il s'intéresse, Blondel, aux différentes qualités du plâtre, à ses limites d'utilisation et à la bonne façon de le tamiser et de le gâcher selon l'usage. La règle, nous dit-il, est de ne gâcher le plâtre qu'à mesure qu'on en a besoin, sans quoi il se sécherait, se durcirait et il ne pourrait plus s'employer. Dans le tome 5, toujours, Blondel aborde encore la manière de bien insérer les planchers dans les façades en moellon, les murs de refend et les murs mitoyens. Les constructions des aires, des planchers et des plafonds en plâtre ne sont guère écartées de l'analyse,
comme on peut le voir, je ne sais pas s'il y a une petite flèche. Oui, ici. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Excusez-moi. Oui, sur le côté gauche de la planche, les figures 9, 7, 8, 9. Pardon. Blondel se révèle particulièrement précis donc, sur ses revêtements de sol, mais il s'intéresse également à la qualité des ossatures du plâtre. Les lattes en bois nécessaires pour lambrisser les ouvrages légers, les plafonds, les aires de plancher, les cloisons. Blondel tranche également sur ces questions techniques. Contrairement à certains de ses confrères qui recommandent la latte blanche, c'est-à-dire une latte carrée tirée de l'aubier du chêne ou du châtaignier qui a l'avantage de ne pas tacher le plâtre, eh bien lui, il tranche et préfère la latte dite cœur de chêne, sans aubier, plus résistante. Venons-en maintenant au Blondel, théoricien des règles décoratives. En matière de style, Blondel, qui fut pourtant élève de l'architecte Gilles Marie-Oppenord, vous le savez, précurseur du style rocaille, eh bien, il est à contre-courant de ses contemporains en matière de goût esthétique. Monsieur Cachot nous en a parlé, évidemment, François Mansart est l'architecte de référence de Blondel. Il est sensible aux réalisations plâtrières du grand siècle et en fait la promotion dans ses planches gravées. Enfin, là, ce sont des planches de pâte, mais il en parle abondamment dans ses écrits. Il admire les grands compartiments en stuc chargés d'ornements et de figures qui environnaient ou servaient de support à des tableaux allégoriques au XVIIe siècle et qui pourtant rendaient les appartements sombres et obligés à augmenter les lumières. Alors si Blondel s'intéresse au plâtre, c'est pour sortir des extravagances décoratives du matériau de son époque. Le rocaille, nouveau style architectural et décoratif, ne peut en effet se passer du matériau plâtre. Le livre d'architecture de Beaufranc, publié en 1745, en fait largement la promotion. Blondel, dans son cours d'architecture civile, a à cœur de compléter le travail de Davillers par l'analyse des principes de construction, de distribution et de décoration intérieure. À cette étape de sa vie, nous savons qu'il cherche à lutter contre les abus du style rocaille, lequel s'est beaucoup exprimé au travers du matériau plâtre. Il s'agit donc pour l'architecte d'acquérir des connaissances sur ce matériau, sur ses mises en œuvre. L'objectif est de faire des propositions décoratives contrôlées pour permettre une émergence de formes harmonieuses. Par la maîtrise technique des matériaux, et le plâtre figure en bonne place dans cette liste, il s'agit d'opérer une synthèse des arts qui permet l'émergence d'une beauté des formes, d'un équilibre esthétique grâce à la symétrie des parties, selon les mêmes principes qui prévalent pour la décoration extérieure. La hauteur idéale des planchers participe de la réflexion sur les plafonds lambrissés, flashés au plâtre, c'était le terme de l'époque. En ce milieu du XVIIIe siècle, Blondel édicte de nouvelles règles de distribution des corniches intérieures. Il diminue leur hauteur par rapport aux prescriptions de Davillers. Que l'on ne s'y trompe pas, ces règles ne sont pas élaborées pour être suivies de façon scrupuleuse, mais pour permettre aux concepteurs, suivant leur sensibilité, de choisir les meilleures options possibles. Alors, en 1691, Davillers proposait sur une même planche pas moins de 20 modèles de corniches pour les appartements, adaptés aux plafonds plats et cintrés. En 1710, l'Académie royale d'architecture consacre d'ailleurs plusieurs séances à ces corniches du dedans et aux règles à leur donner. Preuve de l'importance prise par ces éléments de décor intérieur qui contribuent à structurer un espace tout en masquant parfois certains éléments constructifs, Blondel, dans son cours d'architecture civile, développe méthodiquement toute une série de recommandations concernant l'usage des corniches en plâtre dans les différentes pièces des appartements. Il décline ainsi la manière de bien les composer. Ces corniches doivent en effet, dit-il, varier suivant la forme de la pièce et suivre les contours, les rendre plus coulants, plus agréables. Cette publication fera date. Pour les petits appartements, Blondel adapte la taille des corniches. Les planchers devenus trop bas pour le diamètre des nouvelles pièces, Blondel propose de corriger ces défauts en diminuant la hauteur des corniches, les rendant en contrepartie plus saillantes et débordantes sur la surface du plafond. Alors vous le voyez sur les figures 1, 2 et 3. En revanche, pour les pièces simples, il estime nécessaire qu'elles doivent être peu moulurées afin de pouvoir composer agréablement avec les lambris peu chargés de compartiments et dépourvus de sculptures. La simplicité des profils permet également de faire paraître la surface des plafonds plus grande. Blondel précise que ces corniches en plâtre doivent être peintes de la même teinte que les lambris, ce qui permet d'accentuer l'effet d'élévation des lambris et diminue visuellement l'étendue du plafond qui reste blanc. En outre, dans ces petits espaces,
La fumée dégagée par les bougies noircit beaucoup plus. Moins de relief empêche donc que la fumée s'y accroche. Pour les pièces un peu plus hautes, Blondel propose de réaliser des corniches moins saillantes dans le plafond. Dans ce cas, elles empiètent sur l'espace des lambris, comme vous pouvez les voir sur les figures 4, 5 et 6. Quant aux figures ici 7 et 8, elles présentent un profil faible à usage des passages et des dégagements intérieurs. Les boudoirs, les cabinets de toilette ou de bain, les cabinets d'aisance, encore appelés lieux de soupape, sont souvent placés en rez-de-chaussée ou dans les entresols. Ce sont des pièces plutôt richement décorées. Les gorges des corniches présentes sont aussi, ils sont aussi davantage peints que sculptés. Pour les appartements de taille moyenne, Blondel indique cependant que les corniches peuvent être indifféremment réalisées en plâtre ou en bois. L'usage trop abondant de la dorure y est dénoncé. Alors, dès 1736, Blondel compose de nouveaux compartiments d'ornement pour plafond avec corniches en voussure. Quand un plafond a une certaine étendue, Blondel explique qu'il faut interrompre la corniche au milieu de chaque côté de la pièce, ainsi que dans les angles, pour y mettre soit des cartouches ou des écussons que l'on remplit de trophées sculptés ou bien peints, soit de sujets relatifs au caractère de la décoration de l'appartement. En 1771-1777, il réitère l'exercice en proposant 4 compositions décoratives de plafond à l'usage de grands appartements. Au XVIIIe siècle, le salon subit des transformations. Le salon à l'italienne, à double étage ou à un étage et demi, est abandonné. Blondel en conserve la trace sur cette magnifique planche où l'on distingue particulièrement bien les différentes structures des plafonds lambrissés au plâtre. Admirez surtout le plafond de l'antichambre au premier étage, où l'on distingue bien cette corniche à gorge surmontée d'une voussure pour corriger la hauteur du plancher. Le salon n'embrasse désormais plus que la hauteur d'un étage. Il est revêtu communément de lambris de menuiserie. Le plafond est simple. Ce salon peut donc devenir la pièce principale d'un appartement. Il s'agit simplement de peindre ses lambris en blanc et de rehausser ses ornements et ses moulures en or. Pierre Pat, ici, propose un décor de ce salon nouvelle formule. La première moitié du XVIIIe siècle a généralisé dans les appartements l'usage des corniches à gorge qui combinent une forte saillie avec un creusement du larmier. Blondel recommande ce type de corniche à gorge pour les appartements de taille moyenne. Ces gorges d'ornements sont enrichies d'arabesques ou de grotesques, motifs ici présentés en plafond. En revanche, Blondel déconseille les corniches à gorge pour les galeries. Un entablement régulier lui semble préférable. Là, nous en avons fini avec le Blondel décorateur, enfin avec ses principes décoratifs, et nous passons à Blondel, l'expert technique, qui nous explique que les adoucissements des voussures situés au-dessus des corniches sont généralement fixés sur les moellons du mur par des plots de plâtre et calés avec des balles de blé ou d'avoine. Alors on ne les distingue pas, mais il reste encore ici, avant l'incendie de la chapelle du château de Lunéville, il restait encore des balles d'avoine dans ces vides. Il indique encore que tant que l'humidité contenue dans le plâtre n'est pas évaporée, elle est susceptible de donner de l'action au plâtre et de le faire gonfler. Par conséquent, lorsque l'on maçonne des murs de moellon avec du plâtre, il est conseillé de ménager toujours au droit des chaînes ou des encoignures de pierre un petit intervalle que l'on ne remplit qu'après coup, lorsque le plâtre est bien sec. On me demande d'aller rapidement, je ne saurais passer sur les voûtes, donc je ne sais pas si je saute sur les moulures en plâtre, qui sont peut-être un petit peu longues, et je voudrais avancer sur Blondel à la pointe de la réflexion sur les planchers en briques ou voûtes plates. Dans le tome 6 du cours d'architecture de Blondel, il fait la part belle au couvrement. Différentes combinaisons de voûtes plates en briques et en plâtre, encore appelées planchers en briques, sont commentées de façon pratique et théorique. Dans ces réalisations aux courbes très faibles, la légèreté de la brique est associée au plâtre. Le plâtre est préféré au mortier de chaux à cause de son aptitude à faire prise rapidement. Il s'agit d'une variante de celle présente dans l'architecture d'Al-Andalus,
voûtes sarrasines, dont le savoir-faire passa ensuite par la Catalogne, région d'où elles tirent leur nom, voûtes catalanes. Alors, M. Pérouse de Monclos a abondamment traité de ce sujet. Je ne vais pas trop m'étendre. Dès 1747, l'Académie royale d'architecture étudie en détail ce procédé, pourtant signalé dès 1684. Elle examine différents types de voûtes plates, solides et ignifuges, que l'on a mis au point pour renforcer encore le système constructif et en approuve la réalisation. Blondel les documente et les explicite largement. Alors, celles construites dans le Roussillon en forme de berceau, où là, 2 rangées de briques sont superposées à plat, l'une recouvrant l'autre. Il traite également des voûtes languedocielles ou voûtes en impérial, qui ont l'avantage d'offrir un aspect visuel plus agréable et de reposer sur l'ensemble des murs. Je passe sur les voûtes lyonnaises, qui ont été mises en place à partir du milieu du XVIIIe siècle, qui sont en arc de cloître, très surbaissés, très solides, avec souvent renforcés par des tirants de fer plats en croix. Et puis, il a commenté également des constructions innovantes de son époque, en particulier le bâtiment de la guerre, de la marine et des affaires étrangères à Versailles, qui était un bâtiment sensible, puisque ce bâtiment accueillait les archives sensibles du royaume, et il fallait absolument se prémunir des incendies. Et donc, Blondel a commenté cette construction exemplaire. Le dauphin, d'ailleurs, avait assisté à la réalisation de ce chantier. Et Blondel nous fait quelques schémas pour expliquer la manière dont les murs de refend ont été renforcés, la manière qu'ont les voûtes de s'épauler les unes sur les autres, et en mettant un système de culées à l'extrémité du bâtiment. Je ne peux pas trop m'étendre. Il s'est intéressé aux initiatives des constructeurs pour le Parisien qui ont réalisé les voûtes du Palais Bourbon. Et, je suis obligée d'aller vite, n'est-ce pas? Malheureusement. Ce principe de construction des voûtes plates aurait fait naître l'idée de combles briquetés incombustibles, ce principe ayant l'avantage d'éliminer plus ou moins complètement le bois. Il commente et il s'affronte, il ferraille aussi avec le comte d'Espier, qui aussi avait quelques préconisations sur ces voûtes, ces combles briquetés, et il s'oppose à lui sur certains points techniques. Voilà ces combles briquetés. Vous l'aurez compris, la pensée technique et théorique de Jacques-François Blondel est à la fois conservatrice, opportuniste, singulière et innovante. Son analyse technique du matériau complète sa vision de théoricien. Je voulais un petit peu évoquer Rondelet, son continuateur. D'accord. Donc, je vous mets simplement Rondelet, qui est un élève de Blondel et qui a continué à travailler sur le plâtre en expérimentant les forces d'union, d'adhérence et de résistance du plâtre et en le comparant au mortier de chaux. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu long. Je pensais... Au contraire, merci infiniment. Votre communication était vraiment passionnante, particulièrement dense, passionnante, encore une fois. Et elle ouvre en fait sur une application en fait pratique, comme le dit Blondel. En fait, que serait la théorie sans la pratique? Voilà. J'invite maintenant Théodore Gunig à venir en fait me rejoindre. Vous êtes architecte diplômé d'État habilité à exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre et historien du patrimoine. Vos recherches portent notamment sur les théories et doctrines architecturales dans la période 1740-1840. Vous enseignez l'histoire de l'architecture et les théories de la restauration à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Votre communication ouvre sur la thématique du transfert et de la diffusion de l'enseignement de Jacques-François Blondel. Et depuis 2016, à cet effet, vous préparez une thèse de doctorat à l'université Paul Valéry, Montpellier 3, sous la direction de Thierry Verdier et Frédéric Villemur, dont l'intitulé est « Transmettre l'architecture par ses modèles, Charles Durand et l'école des ponts et chaussées de Montpellier ». C'est précisément l'influence de Jacques-François Blondel sur le cours d'architecture de Charles-Étienne Durand à l'école des ponts et chaussées de Montpellier que vous nous proposez de découvrir. Je vous remercie. Je remercie également les organisateurs du colloque. Élaboré au milieu du XVIIIe siècle, l'enseignement de Jacques-François Blondel a exercé, on le sait, une grande influence
sur la formation architecturale des ingénieurs des ponts et chaussées. Antoine Picon a ainsi mis en lumière l'implication active de Blondel dans leur apprentissage. Il semble en revanche que le rayonnement exercé par les publications de Blondel après sa mort mérite encore d'être mieux connu, notamment à travers l'étude de la réception de ses écrits auprès des élèves comme des professeurs. L'une des ambitions de Blondel, quand il publie son cours, est en effet de fournir aux professeurs des matériaux, écrit-il, qu'ils pourront adopter dans leurs exercices publics. Comme il l'écrit plus loin dans sa préface à son cours, Blondel souhaite que ce cours devienne utile surtout aux écoles qui s'établissent dans nos provinces. La présente communication, qui est le fruit de notre thèse en cours, visera à étudier l'empreinte de Blondel sur un cours d'architecture dispensé à l'extrême fin du XVIIIe siècle à l'École des Ponts et Chaussées de Montpellier. Ce cours, conservé sous forme manuscrite, est mis au net en 1791 par un jeune professeur, Charles-Étienne Durand. Sans prétendre épuiser ici l'intérêt du document, il est d'ores et déjà possible, en l'état de nos connaissances, d'en proposer une première lecture qui visera en particulier à apprécier l'influence exercée par le cours d'architecture de Blondel, publié à partir de 1771. Il s'agira ainsi d'étudier la fortune d'un traité de l'âge classique à l'aube de l'époque contemporaine et à la veille de la refondation des grandes écoles d'ingénieurs françaises. La création de l'école des Ponts et Chaussées de Montpellier en 1787 naît de la volonté des États du Languedoc d'offrir une première formation à de futurs ingénieurs de la région. Comme l'a souligné Catherine Isaac, l'ambition des écoles du Languedoc n'est pas d'entrer en concurrence avec l'école de Peyronnet, mais plutôt de proposer une formation préparatoire à la poursuite de l'apprentissage du métier. Apprentissage pouvant se prolonger ensuite soit à l'école de Peyronnet, soit au sein des agences d'ingénieurs du Languedoc. La formation dispensée à Montpellier dure entre 2 et 3 ans et comprend des leçons de dessin, de mathématiques et d'architecture. Les élèves en cours les lundis, mardis, jeudis et samedis, depuis 2 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures. Et cela en plus des cours de dessin. Ces cours sont dispensés dans l'ancien collège des Jésuites, actuel musée Fabre. C'est là que la Société des Beaux-Arts de Montpellier est installée depuis 1779. La salle d'architecture semble alors se situer à l'arrière du bâtiment. C'est l'espace qui se trouve ici, qui est en réalité une salle assez étroite et de faible dimension. Et c'est dans cette salle que Durand dispense ses cours en 1791. Dans cette salle étaient installées 2 longues tables pour dessiner, de bois blanc, qui accueillaient une dizaine d'élèves. Sous la Révolution, l'école adopte de nouveaux noms, l'Académie des Arts, puis École des Arts et Pont des Chaussées, avant que Durand ne démissionne en mars 1792. Cette école présente donc d'emblée plusieurs points communs avec l'École des Arts de Blondel. École préparatoire à destination de futurs ingénieurs, elle accueille ses élèves presque tous les jours de la semaine dans des locaux qui sont dédiés à l'enseignement et emploie plusieurs professeurs ayant chacun une spécialité, notamment le dessin, l'architecture et les mathématiques. Alors que sait-on de Charles-Étienne Durand, le professeur d'architecture de l'école ? Grâce aux recherches d'Olivier Liardet, on sait par exemple qu'à l'ouverture de l'école en 87, Durand, qui a 25 ans, enseigne déjà à la Société des Beaux-Arts, en parallèle de ses fonctions d'inspecteur des ponts et chaussées. Formé au sein de la Société des Beaux-Arts, Durand reçoit une formation d'architecte au milieu des peintres et des sculpteurs. Ses compétences techniques semblent, quant à elles, le fruit de la pratique et de sa courte expérience. L'école nomme donc un jeune professionnel prometteur, mais peu expérimenté, déjà familier des lieux et dont les compétences embrassent l'architecture et les travaux publics. Le cours de Charles Durand est conservé dans 2 volumes in-folio qui portent respectivement sur l'architecture enseignée en première année et dont nous proposons la lecture ici, puis sur l'art de bâtir en 2e année. Sur un cycle de 2 ans, Durand consacre ainsi
un an complet à l'architecture. C'est que selon lui, les ingénieurs de ce canton sont forcés de savoir faire un peu de tout pour ne pas s'exposer à manquer d'ouvrages et pour ne point passer pour ignorants dans un pays comme celui-ci où on ne fait nullement aucune distinction d'un ingénieur des ponts et chaussées à un architecte, et quelquefois encore de celui-ci à un ingénieur militaire. Durand met honnête ses cours en 1791, il a alors 29 ans. Entrons à présent dans la lecture du manuscrit. Un premier coup d'œil jeté à la table du cours permet d'en comprendre la composition et le choix des principaux contenus. Durand évoque d'abord les principes de doctrine générale, auxquels il consacre 1/10 du cours. Vient ensuite la théorie des ordres, qui occupe au total la moitié du cours. Puis le thème de la distribution, appliqué aux divers types d'édifices, pour 1/3 du cours, ce qui ne laisse plus qu'1/10 des leçons pour aborder les ouvrages d'ingénieurs. La répartition des planches, selon le thème qu'elles illustrent, est assez proche. Près de la moitié concerne la théorie des ordres, et presque autant porte sur le principe de convenance et la composition des modèles. Modèles parmi lesquels on compte pourtant autant de bâtiments que de ponts. Une telle composition décrit une marche du général au particulier et des principes à leur application. En 1787, Durand adresse plusieurs demandes pour se faire adresser du matériel pédagogique pour la classe d'architecture et pour que la province prenne en charge l'achat de dessins et de modèles en relief, indispensables, d'après lui, pour commencer ses cours. Suite à sa demande, il est alors question de constituer une bibliothèque spécialisée. Or, pour une question de coût, il semble qu'une telle bibliothèque n'ait jamais existé, si bien que les professeurs réclament encore une bibliothèque en 92. Durand lui-même affirme que, faute de recevoir de tels dessins, il a dû les réaliser lui-même, moyennant une importante dépense. La question est alors de savoir comment Durand compose son cours et ses dessins. À défaut de connaître les ouvrages qu'il a à sa disposition, on peut émettre des hypothèses sur l'origine des savoirs mobilisés par Durand. L'examen des planches apporte alors de premières indications, celles-ci étant souvent inspirées d'autres ouvrages. Parmi eux, le cours d'architecture de Blondel apparaît comme la référence principale de Durand, qui s'en inspire pour une trentaine de planches, soit à peu près le tiers des planches qui illustrent son manuscrit. Dans une moindre mesure, Durand s'inspire également d'autres ouvrages. Parmi ces modèles d'édifices et de ponts, une vingtaine semblent influencés par les projets d'élèves de l'Académie royale d'architecture, lauréats du Grand Prix d'architecture, qui sont gravés et édités à partir de l'été 87. Une dizaine d'autres semblent montrer l'influence du recueil élémentaire d'architecture de François de Neufforge. Donc c'est 2 fois moins, pour à peu près 1/10 des planches. Puis, ponctuellement, Durand copie. Donc, voilà ce dessin-là qui semble inspiré d'un modèle de Neufforge. Puis, ponctuellement, Durand copie enfin des dessins tirés d'autres ouvrages, comme ici le Vignol de Lagardette, augmenté de l'ordre dorique de Pestum, et publié en 86, ou, plus ancien, le traité d'architecture de Sébastien Leclerc en 1714. Malgré tout, parmi tous ces auteurs, Jacques-François Blondel est celui auquel Durand emprunte le plus de dessins. Tentons maintenant de juger de l'emprise des idées de Jacques-François Blondel sur le cours de Durand. Durand ne cite généralement pas les auteurs dont il s'inspire, mais on peut mettre en évidence plusieurs ouvrages auxquels il emprunte des réflexions. Apparaît alors au second plan du discours ce qu'on peut appeler l'intertexte du manuscrit, qui offre le reflet des sources auxquelles Durand puise pour le composer. Parmi elles, la principale s'avère être de nouveau le cours d'architecture de Blondel, dont Durand copie de nombreux développements. Dans le premier tome, Durand puise tout ce qui concerne le dessin des membres d'architecture. Durand copie donc, mais il adapte aussi et abrège. En 60 pages, Durand ramasse ainsi à peu près le quart du premier tome. Du second tome,
Durand reprend la typologie des ordres et celle des édifices publics, qu'il ampute cependant de parties significatives. Durand, par exemple, ne conserve que les ordres de Vignoles, d'une part, puis, concernant les édifices publics, il ne décrit que les programmes d'architecture approchant des préoccupations d'ingénieurs, ceux qui présentent un caractère utilitaire, militaire ou d'embellissement. Là aussi, en 60 pages, Durand synthétise le tiers du second volume. Du 4e tome, enfin, Durand reprend à son compte la typologie des pièces intérieures, dont il adapte à nouveau le contenu, résumant en 40 pages à peu près la moitié du volume. Alors, il s'agit là d'ordres de grandeur approximatifs qui méritent encore d'être affinés, mais qui permettent déjà de se faire une idée de son influence. Bien que l'influence de Blondel sur le cours de Durand s'atténue progressivement, donc, elle reste perceptible jusqu'à la fin du manuscrit, notamment dans sa structure. À l'exception, cependant, du tome 3, où Blondel présente l'architecture française du grand siècle, dont Durand paraît s'affranchir. En clair, si le petit Blondel s'impose comme une référence centrale pour apprécier le manuscrit de Durand, on ne peut pas le réduire à un simple plagiat. Durand choisit, il abrège, il adapte. En somme, il s'inspire, généralement plus qu'il ne le recopie. Si certains passages peuvent être identifiés in extenso, la plupart du temps, les définitions de Blondel l'aident à amorcer les siennes, définitions qu'il compose ensuite en se fiant parfois à d'autres auteurs. Existe-t-il donc une continuité doctrinale entre Durand et Blondel ? Comme Blondel, on l'a dit, Durand se fie à Vignoles pour la proportion des ordres. Comme lui, il traite des liens entre commodité et distribution. Durand aborde également les thèmes de la convenance et des caractères, centraux dans la pensée de Blondel. Ainsi, pour Durand, la première et la principale règle à observer dans le projet d'un édifice quelconque est la convenance. Mais, précise-t-il, la convenance ne peut avoir lieu si le monument projeté ou élevé ne contient pas tout ce qui est nécessaire à sa destination, et si par sa position, sa forme, sa grandeur et sa décoration, il n'annonce pas cette destination. C'est ce que nous appelons caractère, écrit-il. Enfin, Durand adhère lui aussi à la règle de l'unité des dedans et des dehors, chère à Blondel. Durand semble donc relativement fidèle à la pensée du professeur de l'École des Arts. Existe-t-il, en revanche, des points sur lesquels Durand prend ses distances vis-à-vis des doctrines de Blondel ? Ici, 2 points significatifs méritent d'être cités. D'une part, Durand est avant tout soucieux de l'utilité générale et va jusqu'à donner la primauté de la commodité sur la décoration. D'autre part, il adopte une doctrine esthétique générale qui semble entrer en tension avec le relativisme des caractères et donc la surenchère linguistique prônée par Blondel. Cette esthétique est une esthétique de la tranquillité originale, bien qu'elle soit inspirée en réalité par un essai publié par Jean-François Sobry en 1776, selon lequel l'architecture doit viser une certaine simplicité, riche et sans épargne, où tout est tranquille, où tout est à sa place, où tout se rappelle et se correspond, que l'on appelle plénitude. Certes, Jacques-François Blondel est également attaché aux idées de simplicité et d'unité, mais davantage, semble-t-il, au sens d'une cohérence générale. Or, Durand semble ici les ériger en dogmes esthétiques, que l'on pourrait d'ailleurs plutôt rattacher à l'influence de Winckelmann. Si ces quelques lignes méritent notre attention, c'est qu'elles semblent avoir guidé Durand dans l'élaboration de ses modèles dessinés. Modèles qui sont influencés, on l'a dit, par les travaux des élèves de l'Académie royale, modèles qui mériteraient chacun une analyse particulière. En conclusion, si Durand s'inspire du petit Blondel, c'est pour en livrer une version abrégée, adaptée, actualisée et illustrée. Une version abrégée, car on l'a vu, Durand résume 3 tomes en un seul volume. Une version adaptée aux besoins
particulier de futurs ingénieurs, adapté à une époque nouvelle, celle de la Révolution, et à un contexte différent, celui de villes plus modestes que Paris et parfois rurales. Ici, on a un projet de halle pour la petite ville de Ganges. Une version actualisée aussi, avec l'ajout de l'ordre archaïque de Paestum, et parce qu'il s'affranchit du corpus d'exemples proposés par Blondel, notamment de l'architecture française du grand siècle. Enfin, une version illustrée par des dessins composés par Durand qui sont marqués par une nouvelle sensibilité. Malgré toutes ces altérations, qui sont aussi nombreuses que ces emprunts au petit Blondel, on ne peut que souligner la continuité entre le cours d'architecture de l'École des Ponts et Chaussées de Montpellier et le cours d'architecture du professeur de l'École des Arts. Car l'adaptation réalisée par Charles Durand ne contredit pas vraiment les doctrines de Blondel, du moins pas explicitement. Il semble au contraire plutôt qu'elle en exacerbe les propres contradictions, en somme. Comme Blondel, Durand cherche, semble-t-il, à concilier deux idéaux contradictoires. Son cours offre ainsi une expression de l'irrésolution caractéristique des théoriciens des Lumières, Lumière dont l'architecture est tendue entre une recherche de la simplicité et l'expression de caractères particuliers, tendue entre indétermination et surdétermination. Le cours de Charles-Étienne Durand forme ainsi un témoin précieux de la circulation du savoir architectural entre Paris et Languedoc. Circulation dans laquelle le cours d'architecture de Blondel exerce encore, au milieu de la Révolution, une grande influence sur la formation des ingénieurs, et cela bien au-delà de l'école de Peyronnet. Je vous remercie.